Bonsoir, voici les titres de ce journal. 10 ans après sa création, le RMI, revenu minimum d'insertion, est toujours aux environs de 2000 francs par mois, une misère qui permet de survivre. Confrontation à Grenoble des familles de victimes de l'avalanche des Ors, qui coûte la vie à 11 personnes il y a moins d'un an dans les Hautes-Alpes. Confrontation avec le guide mis en examen. Journée mondiale de lutte contre le sida, le danger est au sud et dans les pays en développement, mais la vigilance demeure indispensable en France. Mobilisation en Seine-Maritime pour soutenir un instituteur passible de sanctions pour avoir donné des coups de pied aux fesses d'un enfant. Les grandes voix bulgares en concert, les 3 et 4 décembre prochains à Paris. Ces voix bulgares ont perdu leur chef alors qu'elles entament une tournée en France. Le RMI, c'est l'ultime recours. Depuis sa création, il y a exactement 10 ans, le 1er décembre 1988, par Michel Rocard, 3 millions de personnes l'ont perçu. Environ 2000 francs pour une personne seule, un peu plus de 3500 francs pour une personne seule avec un enfant. Aujourd'hui, il y a 1 million de bénéficiaires du RMI qui, pour leur grande majorité, voudraient bien en sortir. Outre les départements, les préfectures, les DAS, les caisses d'allocation familiale ou les mairies, les associations se chargent du RMI. Exemple, cette association installée à Vitry, dans le Val-de-Marne, qui gère les comptes, trouve du travail, soigne, héberge, propose de véritables contrats d'insertion. Le parcours est compliqué, mais pas impossible. Reportage Sébastien Vibert et Hervé Pozzo. 1, 2, 3. Cathy Bertrand, caissière de PMU, connaît la valeur de l'argent. 335. Voilà. Elle a dû vivre pendant 1 an avec les 2400 francs mensuels du RMI, elle qui fut jadis secrétaire de direction à Paris. Aujourd'hui, en contrat à durée déterminée, 30 heures par semaine, elle sait que le RMI fut pour elle davantage qu'un simple revenu minimum. Une ouverture sur d'autres aides. Aide médicale, aide au logement, aide à la recherche de l'emploi justement, à remettre les papiers. Moi je n'avais plus de papiers vraiment en règle, j'avais laissé tomber un petit peu tout ça et la diaconie a très bien su m'aiguiller. La diaconie, c'est l'association qui un beau jour a proposé un contrat d'insertion à Cathy. Association agréée par la préfecture et le département pour héberger, soigner et même gérer les comptes des allocataires. Avec 800 dossiers traités en 8 ans, ces éducateurs se sont forgés une expérience et une conviction. Le RMI est un outil indispensable. Il est évident qu'on ne peut pas demander à quelqu'un d'assumer un emploi si la nuit il va dormir dans le métro. On ne peut pas demander à quelqu'un d'aller voir un employeur s'il a un problème d'alcoolisation. Diaconie finance ainsi des cures de désintoxication, des collectes de nourriture et des paiements de loyer. Long travail de soutien qui se solde aussi souvent par l'échec. Vous avez déposé une déclaration de revenus 1997. L'homme, accueilli aujourd'hui, a déjà perçu le RMI il y a 6 ans. Mais l'emploi proposé alors n'a rien donné. Il s'est retrouvé seul et alcoolique. Pour Diaconie, ils sont 6%, comme Cathy, à retrouver une vie normale et équilibrée. Résultat, que l'association juge à la fois honorable et modeste en regard des moyens engagés. À Paris, cet après-midi, l'organisation Agir contre le chômage a célébré à sa manière cet anniversaire du RMI en manifestant, en envahissant un bureau d'aide sociale de la ville de Paris. Il réclamait notamment une hausse nette du montant alloué pour le RMI. Selon la ministre Martine Aubry, le succès du RMI est à prendre au sens où celui-ci permet à des hommes et à des femmes de survivre plutôt que de vivre. La somme consacrée par l'État à cette aide serait de 25 milliards de francs pour l'année 98. Et pourtant, il y a 10 ans, le Premier ministre de l'époque, M. Michel Rocard, estimait que le RMI était une mesure transitoire, avec l'idée qu'une personne allait retrouver du travail à temps plein. Rappelle Jeff Wittenberg. Je suis toute seule, je n'ai pas de famille, j'ai pas d'amis. Qu'est-ce que je vais faire avec mes 3 enfants? Je suis dans la misère. Aujourd'hui existe en France le RMI. C'était le premier spot télévisé en faveur du RMI. La loi avait été votée quelques mois plus tôt. À l'unanimité, droite et gauche confondues, c'est plutôt rare. Michel Rocard, Premier ministre d'alors, en avait fait l'un des piliers de son discours de politique générale devant les députés. Instaurer un droit au revenu minimum est une innovation d'une portée considérable. Tout le monde s'intéressait aux vieux, aux handicapés, aux malades, aux enfants orphelins, aux femmes seules. On n'avait jamais, pratiquement jamais, accepté de traiter les adultes valides sans ressources. Et voilà donc le RMI qui s'installe dans le paysage social. Fixé au départ à 2000 francs, son succès est immédiat.
400 000 personnes en bénéficient dès la première année et la demande ne fera qu'augmenter. En 10 ans, le nombre d'allocataires a été multiplié par 2. Aujourd'hui, ils sont près d'1,1 million à vivre avec. Un revenu minimum, pour quoi faire? Le débat sur la réinsertion rebondit. En 1995, Alain Madelin, ministre des Finances libéral, s'interroge. Il ne faut pas qu'on s'installe dans le chômage. L'assistance, c'est une sorte de filet de secours, ça ne doit pas être un genre de vie. Le plus souvent, pourtant, on ne reste pas au RMI. Sur les 3 millions de personnes qui en ont bénéficié depuis sa création, plus de 2 millions en sont sortis, mais tous, loin de là, n'ont pas retrouvé du travail. Il est arrivé au RMI une catastrophe, c'est que le chômage a continué à augmenter. À ce moment-là, le RMI, au lieu d'être le traitement d'un flux permanent, renouvelé, mais stable en quantité de chômeurs, il est le traitement d'un stock de gens en constante augmentation. Il n'a pas été fait pour ça, il ne peut pas tenir. Pour le 10e anniversaire de la loi, le gouvernement instaure une réforme. Les RMistes pourront désormais exercer un travail salarié sans perdre d'un coup toute leur allocation. Un dispositif dégressif sur 1 an, le retour à la vie active peut passer par là. À l'occasion de cet anniversaire, il est également beaucoup question des jeunes de 25 ans et de leur accès au RMI. Nous avons suivi une jeune diplômée de Sciences Po, titulaire d'une maîtrise de philosophie. Elle vit chez ses parents et depuis 2 mois et demi, elle perçoit le revenu minimum d'insertion. Reportage Yann Fonty. Elle a tout pour réussir. Diplômée de Sciences Po Paris, titulaire d'une maîtrise de philosophie, Agnès Pellabeuf, 25 ans, parle en outre couramment l'anglais, l'allemand et l'italien. Seulement voilà, elle touche le RMI. Aujourd'hui, elle vient consulter des petites annonces. Pour elle, les 2139 francs du RMI lui semblent nécessaires, voire indispensables, dans sa recherche d'un emploi. Concrètement, ça me sert à payer mes déplacements, ma carte orange, j'habite en zone 4. Les entretiens en général ont lieu en lointaine banlieue. Ça me prend la journée, il faut bien que je mange aussi. Donc c'est 2000 francs et c'est vite dépensé. Bien sûr, le cas d'Agnès est atypique. À Sciences Po Paris, les étudiants ne mettent en moyenne que 2 mois et demi pour trouver un emploi. Mais pour d'autres filières, cette période peut se prolonger. Résultat, à la FIGE, une association qui aide les jeunes diplômés, 23% des inscrits perçoivent le RMI contre 18% en 1996. Les jeunes diplômés continuent à avoir beaucoup de mal à trouver un premier emploi et de l'ordre de 40% d'entre eux mettent plus d'1 an à trouver un emploi. Or, il est évident que lorsqu'on dépasse une année, on a des problèmes de protection sociale, on a des problèmes de logement et le fait de s'inscrire au RMI est pour eux un moyen de régler ces problèmes-là. Aujourd'hui, le RMI s'est donc transformé pour beaucoup en un revenu de substitution dans l'attente de la première fiche de paie. Exclus de ces aides, les moins de 25 ans. À 18 ans, quand on n'a plus de ressources familiales, il faut bien essayer de s'insérer dans la société. Donc soit c'est trouver des petits jobs pour essayer de survivre, soit ce serait le RMI, tel qu'on devrait le supposer. D'après les statistiques, un RMiste sur 3 a aujourd'hui moins de 30 ans. La question de l'élargissement du RMI aux moins de 25 ans se pose donc légitimement. Au palais de justice de Gap, dans le département des Hautes-Alpes, le guide de haute montagne, M. Daniel Forté, mis en examen pour homicide involontaire après l'avalanche des Ors, à la fin du mois de janvier 1998, était confronté aujourd'hui aux représentants des familles des victimes. Le 28 janvier 1998, 11 personnes, dont 9 adolescents, trouvaient la mort dans cette avalanche. La justice a donc poursuivi son travail et cherche maintenant à définir les responsabilités. Reportage Jacques Cardoz, Vincent Desombres. Pour la première fois depuis le drame, le guide de haute montagne, Daniel Forté, a dû répondre directement aux représentants des familles des victimes. 6 heures d'un face-à-face éprouvant dans le bureau du juge d'instruction afin de tenter d'y voir plus clair sur les circonstances de cette mortelle randonnée. Ce soir, les familles des victimes n'ont pas été convaincues par les arguments avancés. Nous ne sommes pas satisfaits des réponses de M. Forté, nous ne sommes pas plus satisfaits des réponses des autres personnes, puisque tout se passe comme si il n'y avait pas eu d'avalanche. Chacun explique que finalement tout s'est merveilleusement passé, qu'aucune faute n'a été commise, que personne n'a manqué à ses responsabilités, et pourtant il y a eu 11 morts. Daniel Forté rejette toute responsabilité. Selon lui, la météo ne peut donner qu'un risque général. Ce jour-là, elle estimait pourtant le risque d'avalanche à 4 sur 5. Le guide a modifié sa défense. Aujourd'hui, il précise qu'il n'y avait pas de plaque avant, seulement la crainte de voir les enfants glisser sur une neige dure. Une version contredite par le témoignage des adolescents rescapés. Daniel Forté précise que les vents ne devaient pas provoquer l'accumulation de neige dans les zones où la randonnée devait se faire. Mais le résultat, c'est que même si ces calculs étaient hypothétiquement bons, la plaque était partie. Selon les parties civiles, le guide de haute montagne n'avait pas non plus choisi l'itinéraire le plus facile. Là aussi, il y a divergence d'appréciation entre les protagonistes de cette randonnée. J'ai
vraiment le sentiment que ceux qui se trouvaient dans le bureau du juge d'instruction, qui appartiennent au monde des adultes, ont eu un comportement que les enfants n'auraient pas eu au niveau de la responsabilité. En fin de soirée, les familles ont demandé à être reçues par le procureur de la République, ce qui a été fait, avec toujours l'espoir de connaître un jour la vérité. Au palais de justice de Lille, le juge Patrick Kiel, chargé de l'affaire de dopage organisée au sein de l'équipe cycliste Festina, avait convoqué ce matin plusieurs coureurs, dont Richard Virenque. Le juge leur a donné connaissance des résultats d'expertise qui affirment que 9 membres de l'équipe Festina étaient bien dopés. Mais Richard Virenque n'en démord pas, il n'est pas concerné. Reportage Philippe Visserias et Alain Poirier. Les mains dans les poches, sourire aux lèvres, l'air détendu. En arrivant au palais de justice, Pascal Hervé, Richard Virenque et Laurent Brochard ne laissent pas paraître la moindre angoisse. Ils savent pourtant que le juge d'instruction va leur demander des explications. Car la conclusion de l'expert judiciaire est formelle. Selon ce scientifique, ces 3 coureurs ont bien pris de l'EPO, comme 8 des 9 cyclistes de l'équipe Festina. Tour à tour, pendant 3 heures, le juge va leur lire les conclusions de l'expertise. Mais à la sortie, Richard Virenque et Pascal Hervé campent sur leur position et réfutent les conclusions de l'expert. Mais l'expert il dit des choses, moi j'en dis d'autres. Donc à vous de vous renseigner si l'expert dit des choses sensées, à vous d'enquêter pour voir si c'est vrai mes conclusions. Donc arrêtez, allez un peu chercher dans tous les sens et après vous faites des conclusions. Moi je suis d'accord pour les conclusions, mais qu'elles soient fondées tout simplement. Richard Virenque met en cause la méthode d'identification de l'EPO utilisée dans ce dossier par les chercheurs de la faculté de pharmacie de Montpellier. D'après lui, cette méthode, basée sur une mesure indirecte du produit, ne permet d'avancer que des hypothèses. Tous les spécialistes que nous avons rencontrés nous disent qu'on est dans le monde des probabilités. Qu'on aura la probabilité qu'il ne s'est pas dopé, comme on aura la probabilité qu'il s'est dopé. Alors on est parti dans un champ de probabilité duquel on ne sortira plus. Qu'un jour on me dise oui ou non, mais qu'il n'y en ait pas un qui me dise oui et un autre non. Et... Mais vous devez le savoir, oui ou non? Moi je vous dis non. Mais est-ce que je sais ce que le médecin m'a fait? De sources proches de l'enquête, on affirme que les scientifiques désignés dans ce dossier sont des experts judiciaires et que leurs conclusions sont fiables. Il y a bien eu dopage à l'EPO, mais aussi aux amphétamines pour 4 coureurs. Richard Virenque, Pascal Hervé et Laurent Brochard ont 20 jours pour demander une contre-expertise. Reconstitution la nuit dernière à Fontainebleau, sur la route nationale 7, des circonstances présumées de la mort d'un garçon de 16 ans tué par la police en décembre 1997 alors qu'il tentait, au volant d'un véhicule, de forcer un barrage routier. Un policier du commissariat de Damary-Lélis, qui poursuivait les fuyards, avait été mis en examen pour violence illégitime. Il est soupçonné d'avoir lourdement frappé le passager de ce véhicule après que la voiture eût été arrêtée. Des tracts avaient été diffusés hier pour appeler à une manifestation lors de cette reconstitution, mais il n'y a pas eu d'incident. 1er décembre, nouvelle journée mondiale de lutte contre le sida. À la fin de cette année, le nombre des personnes porteuses du virus dans le monde atteindra près de 33,5 millions. C'est une progression de 10%, mais une progression exponentielle dans les pays en développement. Alors hier, dans cette édition, nous vous proposions un reportage effectué au Gabon. Voici ce soir un exemple en Russie, plus exactement à Kaliningrad. On a coutume de dire que dans cette ville, c'est la capitale du crime, la capitale aussi de la drogue. La capitale donc aussi de la maladie du sida. Nous sommes rendus à un reportage de Gilles Rabine et de Franck Brisset dans une prison. Dans cette prison, il y a 2 parties. Il y a une partie réservée à ceux qui sont contaminés et à ceux qui ne le sont pas. Et vous allez le voir, les conditions d'existence dans cette prison sont particulièrement redoutables. Reportage réalisé il y a un peu plus de 2 mois. Il faisait alors beau. Aujourd'hui, il fait moins 30. Reportage donc de Gilles Rabine et Franck Brisset. Malgré les apparences et les rigueurs de la colonie pénitentiaire à régime sévère numéro 13 de Kaliningrad, ces prisonniers ont de la chance, ils sont normaux. Ceux-là, qui viennent de recevoir leur colis mensuel, vivent séparés des autres prisonniers de droit commun de l'autre côté du mur, car ils sont séropositifs. La prison est coupée en 2. Le quartier contaminé, comme on dit ici, et le quartier sain. Dans cette enceinte séparée, ils sont 273 exactement, tous séropositifs, tous anciens drogués. Pour nous, bien sûr que c'est mieux d'être ensemble. Entre nous, on se comprend, on vit en paix.
Nous sommes tous malades. Il suffit d'attraper froid pour passer de la séropositivité au sida déclaré. Mais on n'a pas de statut spécial. Officiellement, nous ne sommes pas malades. Il y a des médicaments qui disparaissent. On nous les envoie, mais on ne les reçoit pas. Ma mère m'écrit « Je te les ai envoyés, mon fils. Je les ai portés moi-même. Et il n'y a rien. Où sont-ils passés ?» Hier soir, j'avais 39,5 de fièvre. On m'a donné 2 cachets d'aspirine. Mais je ne vais pas mourir, tout va bien. Au départ, l'intention semblait noble. Isoler et regrouper les séropositifs pour mieux les soigner. Les thérapies pour séropositifs, en pratique, on ne peut pas les administrer. Pour une raison toute simple, on ne les a pas. Faute de financement, faute d'argent. Kaliningrad est aujourd'hui la capitale russe de la drogue. 8 drogués sur 10 sont séropositifs. Il y a 100 nouveaux séropositifs de plus chaque semaine. La prison n'a reçu qu'un dixième de son budget et elle doit faire appel à la charité pour nourrir les détenus. C'est exactement comme cela. Nous connaissons les pires difficultés matérielles. Et je ne parle même pas des services médicaux. La situation est si critique pour les médicaments que nous n'avons jamais pu commencer à les soigner. Pourtant, ce devait être une expérience pilote, alors même que personne ne sait si regrouper dans un pénitencier les détenus par maladie peut être une bonne idée. Le quartier des Syriens, c'est la section des damnés pour les prisonniers comme pour les gardiens. Les gardiens ont peur d'être contaminés par les détenus. L'ignorance sur la maladie du sida est telle dans ce pays que leurs voisins se méfient des gardiens, là où ils habitent. La loi russe punit le drogué pratiquement aussi lourdement que le trafiquant. Presque tous n'ont commis qu'une faute, se droguer. Les gens ici, ils ont pris des peines de 8 ou 10 ans. 10 ans. Comment pourraient-ils sortir d'ici vivants? Ce n'est pas réaliste. La seule chose qui nous reste, c'est le ciel. Nos dernières années, on va les vivre ici. Les normaux, ils sortiront un jour, ils pourront embrasser leurs enfants, revivre avec eux, et nous, on ne les verra plus jamais. Jean-Noël Fézaquier, concernant la France, il y a comme une sorte d'impression d'euphorie. Ça y est, ça marche, il y a moins de malades, les trithérapies fonctionnent bien, donc il y a eu une petite euphorie, donc peut-être un relâchement, non? C'est vrai qu'il y a une euphorie parce que tout le monde a claironné haut et fort que ces traitements combinés de 3 médicaments, ce que l'on appelle des trithérapies, étaient, pour certains y voyaient une panacée, le sida allait disparaître. Et il est vrai que, par exemple, si on regarde les chiffres, depuis 1995, en Europe, 80% de morts en moins. Des gens qui n'avaient plus qu'une chose à attendre, c'est mourir, pouvaient revivre, reprendre un travail, reprendre une condition physique acceptable. Et on a vu soudain tout le monde se dire, ça y est, le sida, on n'en parle plus, c'est une maladie chronique comme une autre, c'est réglé. Et puis avec le temps, on a vu que ces médicaments qui étaient très puissants avaient aussi des effets secondaires non négligeables. On commence à les voir, apparition de diabète, de cholestérol, d'infarctus chez les personnes qui prennent la thérapie. Et puis surtout, ce faux sentiment de sécurité a généré le retour d'un certain nombre de comportements à risque. C'est vrai. Alors, ces comportements à risque, on a l'impression là aussi qu'il y a moins de prévention. Oui, c'est terrible. Vous savez, des personnes sous trithérapie, par exemple, en France et ailleurs, arrêtent d'utiliser des préservatifs. Ils sont toujours porteurs du virus. Le virus, il est caché en eux, même si on ne détecte plus en le sang. Ils sont toujours infectieux. Eh bien, certains renoncent aux préservatifs. D'autres, qui savent qu'il y a la trithérapie du lendemain, en quelque sorte, se disent pourquoi mettre un préservatif? Parce que si on a un problème, on va prendre ces produits. Ils ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire, prendre 20 médicaments par jour. Et puis surtout, ce qui est terrible, c'est que les toxicomanes, ceux qui sont aujourd'hui peut-être les plus concernés, ont toujours peu de moyens de se traiter, parce qu'on n'arrive pas à leur donner les soins, parce qu'on n'arrive pas à les atteindre. Ils ne regardent pas les campagnes à la télévision, ils ont autre chose à faire, malheureusement. Ils sont dépourvus de moyens pour se faire traiter, et eux, quand on leur donne la trithérapie, ils vont la prendre un jour, ils ne vont pas la prendre un autre. Résultat, ils fabriquent des virus résistants, ils vont contaminer leurs partenaires, ils sont généralement bisexuels, les jeunes femmes se prostituent pour acheter de la drogue, et on a comme ça des virus résistants qui peuvent se promener dans la nature. Donc il faut renforcer la prévention, renforcer l'information de terrain pour ces personnes toxicomanes, pour les plus déshérités aussi, parce que malheureusement avec le VIH, il y a l'hépatite C et surtout la tuberculose qui est en train de faire un dramatique retour. Merci Jean-Daniel. À l'Assemblée nationale et pour 2 jours, reprise des débats sur le pacte civil de solidarité, le PACS. Il y a plusieurs centaines d'amendements déposés et l'on en est toujours à l'article 1er.
Auparavant, les députés avaient adopté par 469 voix contre 66 le projet de loi visant à modifier la Constitution afin de permettre la ratification du traité d'Amsterdam. Cette modification doit permettre le transfert à l'Union européenne de compétences nouvelles. Plusieurs dissidences à gauche, communistes et mouvements des citoyens, et à droite, notamment au sein du RPR. S'agissant des élections européennes de l'année prochaine, M. Philippe Séguin, le président du RPR, a sèchement répondu hier soir à Vannes, aux membres de l'UDF qui rejetaient sa candidature comme tête d'une liste d'union à droite en évoquant sa position anti-Maastricht de 92. Mais M. Séguin a dit, si on agit ainsi avec moi, eh bien moi aussi j'aurai des musiciens dans ma besace. M. Séguin n'accepte pas l'ostracisme. On vient d'apprendre l'annonce du report de l'examen de loi sur l'audiovisuel, de la loi sur l'audiovisuel public. Madame Trautmann a donc annoncé ce soir ce report d'examen par l'Assemblée nationale qui devait se faire dans les jours prochains à compter du 15 décembre prochain. C'est donc une nouvelle occasion ratée pour l'audiovisuel français. Oui, on peut dire que depuis le début, cette réforme de l'audiovisuel a été bien mal engagée. Le volet concernant les chaînes privées a été rapidement abandonné face à la pression des lobbies. Catherine Trautmann s'est alors repliée sur le service public avec deux idées principales. La première, regrouper dans une même holding toutes les chaînes publiques, France 2, France 3, Arte, la 5e, avec le risque de reconstruire une nouvelle ORTF, une sorte d'usine à gaz parfaitement ingouvernable. La deuxième idée, eh bien, c'était réduire fortement la publicité avec des écrans publicitaires ne dépassant pas 5 minutes contre 12 actuellement. Une idée séduisante sur le papier, mais qui pose le problème essentiel, bien évidemment, du manque à gagner. 2 milliards qui seraient partis sur les chaînes privées concurrentes pour la plus grande joie affichée d'ailleurs des responsables de ces chaînes. Alors les chaînes publiques se seraient ainsi retrouvées à la merci des humeurs budgétaires du ministère des Finances et du Parlement. Le projet a ainsi réussi l'exploit de faire à peu près la quasi-unanimité contre lui, les professionnels de l'audiovisuel, les créateurs et puis une large partie du monde politique dans l'opposition mais aussi dans la majorité. Alors, dans un premier temps, Matignon a récupéré ce projet. Il a donc décidé ce soir son report. On réfléchit notamment, nous dit-on, à dégager de véritables ressources nouvelles pour le service public, une compensation à hauteur de 2,5 milliards des exonérations de la redevance, une taxe sur les surplus de publicité qui seraient récupérés par les chaînes privées, et puis la fin de l'exclusivité sur TPS des chaînes publiques France 2, France 3. En tout cas, une question se pose ce soir. Est-ce que ce report n'est pas le prélude à un véritable enterrement du projet? C'est en tout cas un échec pour le gouvernement Jospin. Merci Gérard Leclerc. À Potsdam, près de Berlin, le sommet franco-allemand avec le président Chirac, le chancelier Schröder, le Premier ministre Jospin et beaucoup de ministres de part et d'autre sera celui du nouveau souffle. Beaucoup d'actions communes sont envisagées en matière de sécurité ou de politique étrangère. Et comme c'était jour anniversaire pour Jacques Chirac, le chancelier allemand lui a offert 2 assiettes antiques japonaises. Et comme l'ambiance était aussi très chaleureuse, ainsi que le rapportent nos correspondants Olivier Lerner et Jean Cornu, le président français ne s'est pas inquiété de sa cohabitation avec les représentants de l'Europe rose social-démocrate. Écoutez, je vais vous dire simplement que je ne me sens pas du tout coincé. Je me trouve même tout à fait à l'aise. Encadré par 2 socialistes, Jacques Chirac doit prendre le pli. L'Europe est rose. Devant son nouveau partenaire, il parle franchement et directement. Les enfants de couples franco-allemands divorcés posent de gros problèmes. Là, c'est la loi de la jungle. En tous les cas, ce n'est plus l'état de droit. Moi, ça m'a profondément choqué. Des enfants enlevés, des procès contradictoires, Lionel Jospin apporte la solution. Un tribunal et un seul tranchera pour tous. Un seul tribunal. Au tribunal du lieu où vivait le couple avant sa séparation. Potsdam. Immensité des lieux à la hauteur de l'événement et du travail à accomplir. Le pacte pour l'emploi, par exemple, il va se mettre en place avec un volet social élaboré des 2 côtés du Rhin. L'approche est commune, les objectifs sont partagés. Ce 72e sommet, le premier du genre pour Gerhard Schröder, est à marquer d'une pierre blanche. De l'avis de tous, le nouveau couple Chirac-Schröder fait preuve d'un bon état d'esprit et c'est la voie de la sagesse qui prime sur les nombreux dossiers délicats qui ont été ouverts. Le moteur franco-allemand, qui était au point mort depuis quelques mois, s'est remis en route aujourd'hui. À Londres, le général Augusto Pinochet vient de quitter l'hôpital pour rejoindre un autre lieu. Il irait séjourner dans une résidence dans le sud-ouest de la capitale, à Londres. Il attendra la semaine prochaine, plus exactement le 11 décembre, la décision du gouvernement anglais quant à son extradition en Espagne. Aux États-Unis, le porte-parole du département d'État a estimé que l'hostilité du gouvernement chilien à l'extradition d'Augusto Pinochet devrait être prise en considération. Au Québec, comme prévu, le Premier ministre sortant, M. Lucien Bouchard, a remporté les élections. Sa victoire est cependant moins large que prévu, mais M. Bouchard devrait néanmoins préparer un nouveau référendum sur la souveraineté du Québec d'ici 5 ans.
Une fusion très importante dans le domaine pharmaceutique. Les dirigeants de la société française Rhône-Poulenc et de la société allemande Hoechst ont décidé de regrouper leurs activités sciences de la vie. Ce regroupement sous le nom d'Aventis coûtera 2 milliards de dollars mais permettra une position dominante dans le monde. Il y aura aussi des plans de réduction d'effectifs. Explication Jean-Paul Chapelle. En s'unissant, ils vont grimper d'un coup et rejoindre les leaders mondiaux du secteur. Ici à Strasbourg, le français Rhône-Poulenc et l'allemand Hoechst annoncent leur fusion prochaine. Dès aujourd'hui, ils mettent en commun la pharmacie et la santé animale. Voilà. Vous avez comme une voiture en Formule 1 là. Le moteur doit être prêt à partir. Quand nous aurons le feu vert, nous partirons vraiment très très bien. Les deux entreprises se donnent 3 ans pour se débarrasser de la chimie. Rhône-Poulenc et Hoechst pourront alors unir leur capital. Le nouveau laboratoire a déjà un nom. Aventis atteindra 115 milliards de francs de chiffre d'affaires. Le président du directoire sera allemand, mais le futur patron y voit bien plus qu'une entreprise franco-allemande. C'est européenne. D'accord. Et la pharmacie qui est l'essentiel, c'est à Francfort. Oui, et l'agrochimie à Lyon. Sur le papier, le mariage est très beau, mais les analystes financiers ont déjà repéré une ombre au tableau. C'est la fusion de deux groupes qui sont en perte de vitesse dans le classement pharmaceutique, donc ont perdu des parts de marché entre 93 et 97. Les dirigeants du groupe, eux, affichent leur enthousiasme, ils vont pouvoir jouer dans la cour des grands. Aujourd'hui, pour lancer un médicament au plan mondial, une fois qu'on a trouvé quelque chose qui marche, il faut alors dépenser 400 millions de dollars pour le mettre le lancer au plan mondial. Seuls les grands bataillons peuvent faire ça. La fusion ne se fera pas sans douleur. Selon les syndicats, les effectifs seront réduits de 15% en France, 30% en Allemagne. Dans la série Fusion, 2 autres groupes français du secteur pharmaceutique, Sanofi et Saint-Olabo, sont en passe de s'accorder. Dans la catégorie pétrole, fusion annoncée entre le français Total et le belge Petrofina, ainsi qu'entre les 2 compagnies américaines, Mobil et Exxon. Enfin, on a appris aujourd'hui que le groupe automobile Peugeot comptait augmenter la production et les effectifs de son usine anglaise située à proximité de Coventry. Plusieurs milliers d'emplois seraient nécessaires pour assurer les ventes de la 206. À la SNCF, enfin, poursuite de la grève des contrôleurs avec plus ou moins d'intensité dans la région. Les syndicats réclament l'ouverture rapide de négociations. En moyenne, il y avait 2 trains sur 3 qui roulaient aujourd'hui, notamment dans le sud-est. Mouvement de grève à l'appel de l'intersyndicale des journalistes en France afin d'obtenir la compensation de la baisse du pouvoir d'achat résultant de la suppression annoncée de l'abattement fiscal de 30% consenti jusqu'alors à la profession. Cette édition a donc été composée par une équipe de journalistes non grévistes. Le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, M. Jean-Marc Ayrault, s'est dit favorable au maintien pour une année supplémentaire de l'abattement fiscal des journalistes. Manifestation aujourd'hui dans les rues de Rouen pour soutenir un instituteur accusé d'avoir donné des coups de pied aux fesses d'un enfant qui se bagarrait avec un de ses copains. 84% des écoles primaires de la Seine-Maritime étaient en grève aujourd'hui. Les manifestants veulent éviter à cet instituteur une sanction qui peut aller jusqu'à la révocation. Reportage Nathalie Moisan et France Vaillant. Tous des François Giffard, un slogan pour dire que son histoire aurait pu arriver à n'importe quel enseignant. Pour dire leur soutien à cet instituteur de 48 ans menacé de radiation de l'éducation nationale pour avoir donné 3 coups de pied aux fesses d'un enfant bagarreur. Mon collègue est intervenu auprès d'un enfant qu'il a tenté de l'arrêter dans la bagarre qu'il menait avec un autre enfant, qu'après 3 sommations, si j'ose dire, il n'a pas obtenu satisfaction et qu'il a botté les fesses de l'enfant. Et pour cet acte, les enseignants ne veulent pas d'une sanction jugée disproportionnée. Un blâme doit suffire. Pour tous aujourd'hui, c'est la profession même d'instituteur qui devient vulnérable. S'il y a problème, maintenant, eh bien, on nous attaque en justice, conseil de discipline et tout. Ça, on trouve ça inadmissible et c'est vrai que le problème d'aujourd'hui, ça a été un peu la goutte qui a fait déborder le vase. S'interposer physiquement entre 2 enfants, c'est du devoir de tout citoyen. Et que si je vois des enfants qui se battent gravement devant ma porte en tant que citoyen et pas en tant qu'enseignante, je sors et il est de mon devoir de les séparer. Aux côtés des enseignants, pour soutenir leur instituteur, une association s'est formée avec 200 parents d'élèves qui tous reconnaissent ses qualités professionnelles. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mon enfant l'année dernière dans la classe de M. Giffard et c'est un enseignant que j'ai beaucoup apprécié.
Et puis je le défends parce que je considère effectivement qu'il est victime d'une injustice et qu'il ne faut pas laisser passer ça. Après cette grève bien suivie, l'inspection d'académie annonce ce soir le report du conseil de discipline après la décision de la justice. Une médiation pénale doit permettre vendredi à l'instituteur et la mère d'élèves plaignantes d'arriver à un accord. Pour explorer la planète Mars, la France apporte son aide financière et technologique aux Américains. En 2005, une fusée Ariane devrait emporter un engin de fabrication française à un robot qui récupérera dans l'espace des échantillons du sol martien. Cette option technologique qui s'oppose au projet de vol habité sur Mars est depuis longtemps défendue par Claude Allègre. Explication Benoît Thévenet, Philippe Turpot. Il y a un an, la Terre découvrait les images de Sojourner, le robot américain envoyé sur Mars. La planète rouge est pour les années à venir l'objectif numéro 1 de toutes les agences spatiales des grandes puissances. Les Américains ont déjà et vont encore envoyer de nouvelles sondes. En 2003, l'agence spatiale européenne enverra Mars Express, un programme important qui servira 2 ans plus tard de relais au programme franco-américain annoncé par Claude Allègre. En fait, cette nouvelle exploration fait l'objet de nombreuses réunions depuis le début de l'année entre le CNES et la NASA. Selon les premières discussions, c'est Ariane 5 qui mettra en orbite, à destination de Mars, le module contenant le robot américain chargé des prélèvements. Elle larguera aussi en orbite martienne un engin de fabrication française. C'est cet appareil qui ramènera ensuite sur Terre les échantillons prélevés sur Mars. Avec des échantillons dans un laboratoire, avec quelques milligrammes, vous pouvez utiliser des instruments d'analyse extrêmement performants qui pèsent des dizaines de tonnes, qu'il est absolument impossible de mettre à la surface de Mars. Et vous avez des informations notamment sur la géochimie du sol, sur des mesures de rapport isotopique qui vous permettent notamment de dater ces roches et de retracer toute l'histoire passée de la planète à l'aide de ces datations précises. Au total, la participation française est évaluée à 2,5 milliards de francs. Les Américains débourseront, eux, 11 milliards de francs. Pour l'instant, la confiance est de mise entre les deux pays, mais la mission est très ambitieuse et l'accord n'a pas encore été signé. Les 3 et 4 décembre, à Paris et à Suresnes, vous pourrez assister au concert des Grandes Voix bulgares. Ce sont des chants sacrés orthodoxes, peu souvent interprétés en France. Les Grandes Voix bulgares ont bien du mal à organiser une tournée, faute de moyens. Alors ils sont venus en autocar pour se faire entendre chez nous. Reportage Jean-Jacques Dufour et Patrick Deschmecker. Dans ce pays qui s'enlise dans une crise sans fin, le bout du tunnel, c'est pas autre chose que ça. Zdravko Mikhalkov en sait quelque chose. Chef de chœur, il passe plus de temps à régler des problèmes d'attendance qu'à répéter avec ses choristes. C'est maintenant quand la situation est comme ça, il faut se battre. Il faut se battre, il faut s'occuper avec des costumes, avec des engagements, avec tout, des visas, etc. C'est pas facile, hein? C'est pas du tout facile. Malgré les difficultés, le salaire moyen d'un Bulgare dépasse rarement 500 francs. Zdravko garde la foi, mais attrape des cheveux blancs. Justement, son dernier souci, c'est la prochaine tournée. Une tournée à étapes, mais rien de gastronomique. Ça, c'est pas possible le restaurant. Non, non, non. Même je parle que nous, on va prendre des produits depuis ici. Parce qu'ici, les produits sont moins chers qu'en Suisse et en France. Pas le genre rockstar. Les palaces, les avions, on oublie. Avec une bus, nous partons d'ici jusqu'ici. Avec ce bus-là, nous, on va jusqu'à Suisse. Là-bas, on va tourner avec le même bus, on vient à Paris. Avec le même bus, on retourne à Suisse. On tourne à Suisse et avec le même bus, on retourne ici. Bizarrement, ici, dans ce pays en panne, les grandes voix bulgares ne donnent pas de concert. Le public préfère dépenser son argent ailleurs. Alors évidemment, pour les choristes qui travaillent avec Zdravko, partir, c'est à la fois l'occasion de gagner des sous, mais aussi de chanter devant un public. Franchement, c'est formidable d'avoir l'occasion de se retrouver tous ensemble pour travailler. Alors, les problèmes de voyage, les galères, ça passe vraiment au deuxième plan. L'essentiel, c'est la musique. Et leur musique, c'est un chant primitif dont l'origine remonte à plus de 10 siècles. Un chant magnifique.
Perfectionniste et passionné, Zdravko rêve parfois d'une aide extérieure, histoire d'être meilleur. Oui, mais à Sofia, les nouveaux riches jouent rarement les mécènes. À la musique, ils préfèrent les limousines. Alors c'est pour ça que c'est très dur pour moi et pour les gens avec lesquels je travaille. Mais quand même on travaille, quand même on fait des concerts, quand même on fait des disques, quand même on existe. Mais, et comme pour se consoler, il évoque l'artiste maudit. Mais vous savez, un bon musicien, un bon compositeur, s'il a tout dans sa vie, jamais il ne peut pas faire une bonne musique. Et puis nous aussi maintenant, quelquefois, cette situation même, ça m'aide pour faire la musique, pour aller jusqu'au cœur de chacune de personnes pauvres, de personnes qui sont dans une situation grave, dure. Jeudi soir, en l'église Saint-Roch, le concert des Grandes Voix bulgares se fera sans Zdravko. À force de lutter contre vents et marées, le chef de chœur est mort d'une crise cardiaque. C'était mardi dernier, en Suisse, pendant la tournée. Voilà, en hommage à Zdravko, il y aura donc bien les concerts à l'église Saint-Roch à Paris et puis à Suresnes les 3 et 4 décembre pour les voix bulgares. Fin de cette édition, je vous rappelle quelques-unes des informations que nous avons développées. Tout d'abord concernant le 10e anniversaire du RMI, c'est toujours un salaire de misère, environ 2 000 francs par mois pour une personne seule. 1 million de personnes vivent en France avec le RMI. À Gap, confrontation entre les familles des victimes et le guide mis en examen à l'issue de l'avalanche qui s'était produite aux Ores en janvier 1998. Cette avalanche avait provoqué la mort de 11 personnes, dont 9 adolescents. Et puis on l'a appris en toute fin de soirée, en début de soirée, pardon, le report de la loi audiovisuelle annoncé par Madame Catherine Trautmann. Dans un instant, la météo, quelques secondes avec Nathalie Riouet. À 20h50, le très beau film de Franco Zeffirelli, Jane Eyre. Et puis à 23h05, Place de la République avec J. Schneider et Yamina Benguigui. Le dernier journal vous sera présenté à 0h35 par Frédéric Crotta. Il sera suivi du Cercle, présenté par Philippe Lefebvre. Demain à 7h50, dans les 4 vérités, Marie-Pierre Farkas recevra Roselyne Bachelot, la députée RPR. Et puis à 13h, vous retrouverez Carole Gessler. À demain 20h. Bonsoir. Merci.